Je vais vous présenter le cours d'aspergillose. Pour le plan de cours, l'introduction, épidémiologie, physiopathologie, clinique, diagnostic et traitement. Donc on va commencer par l'introduction. L'aspergillose due aux moisissures du genre Aspergillus, dont Aspergillus fumigatus est la plus fréquente. Actuellement en recrudescence, leur incidence augmentée même en dehors de la pathologie hématologie maligne. D'origine environnementale via l'inhalation des spores, le plus fréquemment associé à un contexte de neutropénie fébrile et le plus souvent un aspergillome ou bien aspergillose pulmonaire invasive manifestée par hémoptysie. Chez le neutropénie, le diagnostic repose sur la constatation d'anomalies sur le TDM, image en grelot, identification de filaments aspergillaires dans un prélèvement LBA et la positivité d'antigènes galactomannan sériques sur plusieurs prélèvements. Le traitement curatif de première intention de l'aspergillose invasive repose sur le voriconazole et l'amphobie liposomiale. Pour l'épidémiologie, l'agent causal, les aspergillus sont des champignons filamenteux ubiquitaires et résistants dans l'environnement. On a plus de 300 espèces, 4 intéressant la pathologie humaine. Aspergillus fumigatus est le plus fréquent, environ de 80% dans les formes pulmonaires avec éventuelle dissémination aux autres organes et possède une exotoxine hémolysant et nécrosant. On a aussi Aspergillus niger, surtout l'agent de automycose. Dans le conduit auditif, on voit des amas noirâtres dus à l'abondance de ces spores. On a aussi Aspergillus thureux et Aspergillus flavus. Pour le réservoir, sont cosmopolites et ubiquitaires, omniprésents dans l'environnement. L'aspergillus est fréquemment présent dans les débris organiques, des poussières libérées au cours de travaux et mettent en suspension des spores dangereux. Le mode de contamination essentiellement par inhalation des spores, mais peut être direct par l'intermédiaire des objets riches en spores. Et dans ce cas, on va y voir des automycoses, kératites, onyxis et atteintes cutanées. Et rarement transmission digestive par les aliments. Pour les terrains favorisants, premièrement, l'existence d'une lésion bronchico-pulmonaire préexistante, cavité ditergée ou bien bronchoectasie ou bien emphysème. Deuxièmement, déficit immunitaire tel que la neutropénie profonde et prolongée, bien corticothérapie. Troisièmement, des allographes de la moelle ou les cellules souches périphériques avec réaction de greffon contre l'autre traité par les corticothérapies et les immunosuppresseurs sont le plus exposés. Et aussi les infections HIV au stade avancé est un facteur favorisant. Et les déficits congénitaux de la phagocytose, comme la granulomatose septique chronique. Pour la physiopathologie, on a 3 forme locale, forme invasive, forme allergique. Pour la forme locale, le champignon peut être responsable d'une simple parasitémie dans une cavité préformée, ce qu'on appelle l'aspergillome. Donc, une toxine nécrosante pourrait rendre compte des éventuels hémoptysies à partir de la vascularisation artérielle bronchique. Et pour les formes invasives, concernant surtout les patients à granulocytaires et sous corticothérapie à forte dose, le tropisme vasculaire chez l'aspergillus est responsable de thrombose. Et l'infarcissement hémorragique et de nécrose et de dissémination, notamment chez les neutropénies. Et pour les formes allergiques, l'aspergillose bronchopulmonaire allergique témoigne d'une hypersensibilité aux antigènes avec un tableau d'asthme allergique. Pour la clinique, on a 3 formes. Donc, on commence par l'aspergillome. Elle résulte du développement du champignon dans une cavité préexistante, soit une caverne tuberculeuse bien néoplasique ou bien sarcoïdose pulmonaire.
souvent latente, découvert lors d'une radiothorax ou bien se manifester par hémoptysie, peut révéler la maladie et constituer le seul facteur de gravité, parfois une toux, fièvre, expectoration. À la radiothorax, on trouve une opacité ronde surmontée par un croissant gazeux, ce qu'on appelle image en grelot. On trouve aussi aspergillose dans l'expectoration de façon inconstante et les sérologies presque toujours positives. Et aussi, autre moyen de diagnostic, c'est la détection de l'antigénémie, mais dans cette forme est souvent négative. Pour l'atteinte du sinus, dans cette forme, on trouve l'aspergillome du sinus maxillaire se traduit par une sinusite chronique pseudo-bactérienne ou par pseudo-tumorale, forme invasive, et l'infection est favorisée par la présence de amalgame dentaire dans le sinus. Ces pathologies sont à éradiquer avant toute greffe de moelle ou bien chimiothérapie. Deuxième forme, c'est l'aspergillome invasif. Donc, on a l'aspergillome invasif pulmonaire et la localisation la plus fréquente, le tableau d'une pneumonie extensive fébrile de l'immunodéprimé et la résistance aux antibiotiques fait évoquer la nature fongique. Pour la clinique, on trouve fièvre, plus une toux, plus douleur thoracique et hémoptysie. Ce sont les signes d'appel. Tédième thoracique précoce et fugace, on trouve un signe d'halo entouré d'un nodule. Et plus tardivement, il existe aussi une excavation, un croissant gazeux au sein d'un nodule, sont très évocatrices de l'aspergillose pulmonaire invasive. On peut trouver aussi un épanchement pleural peut coexister et c'est un critère de mauvais pronostic. Autre image peu caractéristique, c'est la nodule pulmonaire ou bien une condensation par enchymatose sur un terrain à risque doivant être évoqué le diagnostic. On trouve aussi des formes intermédiaires chez les sujets peu immunodéprimés avec une pneumopathie nécrosante chronique sans diffusion extrathoracique. Et pour les sinusites dans les formes invasives, évoquées devant un sinusite chez un patient à risque qui présente épistaxis unilatérale. Au scanner, on trouve aspect de sinusite aiguë associé à une ostéolyse, leur extension au vaisseau à la base du crâne et à la partie antérieure du cerveau mettent en jeu le pronostic vital et exposent le risque de cécité hémorragique. Parfois, on trouve aussi des fusions hématologiques intéressant les organes, caractérisées par une bronchite aspergillaire nodulaire ou pseudo-tumorale avec un taux de mortalité de 90%. Et l'aspergillose peut atteindre différents organes. Est caractérisé par exemple aspergillus sur surinfection telles que les brûlures, l'eczéma, le conduit auditif externe. Il peut être généralement responsable de otite maligne externe chez les sujets diabétiques. La dernière forme, c'est l'aspergillose pulmonaire allergique. Il existe des asthmes bronchiques avec des tests de provocation positive aux antigènes aspergillaires. Donc, il provoque des infiltrations pulmonaires labiles avec une présence de eosinophilie dans le sang et dans l'expectoration qui comporte souvent des molles bronchiques mycéliennes. Le surdiagnostic positif avec élévation de IgE totale et spécifique et cette forme clinique observée au cours de la mycoviscidose. Les spores aspergillaires font partie des antigènes responsables, des alvéolites extrinsèques allergiques type de poumon de Fermier. Le diagnostic, on a toujours des arguments épidémiologiques basés sur l'exposition du terrain et les facteurs favorisants. Clinique, on a, comme j'ai déjà cité, les 3 formes cliniques. Pour les éléments d'orientation, on peut trouver une hyperiosinophilie, une hypoxie ou bien sur la radio image grelot. Pour les examens de certitude,
basé premièrement sur le diagnostic mycologique, sur les prélèvements distals de préférence LBA, particulièrement chez les immunodéprimés, mais autour d'un terrain présent de Aspergillus dans l'expectoration, plus souvent synonyme de colonisation. Donc c'est pas toujours significatif de la pathologie, sauf si on a un terrain particulier. La culture La culture sur un milieu spécifique permet d'identifier l'aspergillose en 3 à 5 jours sur une température de 37 degrés. Donc, on utilise le milieu de gélose, saboro plus antibiotiques, chloramphénicol ou bien l'agenta, mais ne continue pas d'actidione. Recherche aussi des antigènes solubles galactomannan dont le sérum peut être révélé en cas de positivité, mais parfois on trouve des faux positifs avec utilisation de pénicilline semi-synthétisée en IG ou bien les immunoglobulines en IV. Donc la positivité des antigènes galactomannan dans le LBA est également un argument de diagnostic, en particulier chez les patients non neutropénies. On peut aussi utiliser le bêta-glucane, est également positif dans l'aspergillose invasive, mais il n'est pas spécifique. Le PCR dans le sérum aussi a une bonne sensibilité et spécificité. Et on peut, autre moyen de diagnostic, c'est des preuves de diagnostic peut devenir de la culture, examen histologique et la biopsie, notamment dans la présence de filaments septiques. Et aussi, on peut utiliser dans les formes allergiques les tests cutanés, tests de provocation par l'antigène aspergulaire, et aussi la sérologie, l'électrocinérase, trois arcs et un arc chez les immunodéprimés. Le diagnostic différentiel, c'est tuberculose, kyste hydatique, cancer bronchique, les pneumocystoses, le crypto, candida chez les immunodéprimés, l'asthme, fibrose, etc. Pour le traitement de première intention, c'est la voriconazole en IV, une ampoule de 200. Dose de charge, 6 mg par kg 2 fois par jour. Un relais oral, 4 mg par kg 2 fois par jour. Pour deuxième intention, c'est l'ambisome IV, 3 mg par kg par jour. Troisième intention, c'est la caspofungine. On utilise AG1 70 mg, puis 50 mg, avec surveillance de la fonction hépatique. Pour la caspofungine et la posaconazole sont indiquées surtout pour l'aspergillose réfractaire. La durée de traitement est appréciée au cas par cas. Parfois, dans l'aspergillome, le traitement est surtout chirurgical. Donc, en cas de contre-indication de la chirurgie, on utilise l'amphobie intracavitaire parfois. Pour l'invasive, on utilise la variconazole, bien l'ambisome ou bien le caspofungine. Pour l'allergique, on utilise l'association de anti-inflammatoires, le bronchodilatateur et les mycolytiques. Et l'éviction allergique, en cas de alvéolite extrinsèque, on peut utiliser les corticothérapies avec l'antifongique. La prévention est surtout basée sur l'éviction de la contamination aérienne liée aux travaux et l'utilisation du filtrage de l'air et les chambres avec un flux luminaire et une pression positive. On utilise aussi la chimioprophylaxie par posaconazole et maintenant recommandée chez les patients en hématologie sous chimiothérapie d'induction de leucémie aiguë myéloblastique ou bien allogramme de moelle ou bien compliqué de réaction du greffon contre l'hôte. Et merci.